Il n'est pire ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien ministre des Affaires étrangères. Vous publiez et après votre livre Coup de poing aux éditions Fayard qui fait un carton en librairie parce qu'on s'interroge sur l'après. Vous qui plaidez dans ce livre pour la création notamment d'un poste de vice-premier ministre chargé de l'écologisation, vous êtes déçu si ce poste-là n'existe pas dans un gouvernement ? Non, pas du tout. De toute façon, c'est une suggestion parmi d'autres. C'est une question d'organisation. Je veux dire par là, quel que soit le nom du poste, ce que j'appelle l'écologisation, c'est un terme dynamique. Alors, écologie est un terme statique, oui, comme industrie, industrialisation. C'est pour dire simplement c'est horizontal, c'est transversal. Donc, il faut que ce soit la politique dans tous les gouvernements, pas spécialement dans celui-là, pas que dans celui-là. Donc un poste de super ministre qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Non, c'est pas un super ministre, c'est quelqu'un. On ne peut pas enfermer l'écologie dans un domaine particulier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise au ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, des Transports, etc., etc., qu'est-ce que tu peux faire dans ton domaine ? Quel est ton calendrier ? Et dans ce secteur-là, qu'est-ce que les Français, les gens, les entreprises et l'association peuvent faire en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Vous voyez, c'est l'idée d'un processus. Parce que je crois que maintenant, c'est pas le seul sujet du livre, mais c'est quand même important après la pandémie. Tout le monde a compris que c'était sérieux. Les questions écologiques, le compte à rebours écologique, c'est des épées de Damoclès. Tout le monde est écologiste aujourd'hui, Hubert Védrine. Attendez, pas que le climat. L'effondrement de la biodiversité, c'est gravissime, etc. Tout le monde a compris. Donc maintenant, il n'y a pas les bons et les méchants. Et aucun parti n'est propriétaire de l'idée. Notamment pas les écologistes, c'est ce que vous dites. Ils ne sont pas propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires, notamment ils ont fait un contresens sur le nucléaire pendant des décennies, alors qu'ils ont dû mettre la priorité sur la sortie du charbon, sur le CO2, parce que par exemple, ils sont contre le nucléaire. Vous dites qu'il faut garder le nucléaire. Non, je ne dis pas qu'il faut le garder pour plaisir de le garder. Il faut garder le nucléaire tant qu'on n'est pas sûr qu'en supprimant des centrales, on relance le CO2. Enfin, il faut démontrer qu'on ne relance pas le CO2. Si on ferme prématurément telle ou telle centrale. C'est un aspect du sujet, il y en a plein d'autres. Oui, mais vous dites, les écologistes, vous les dites idéologiques, vous dites qu'ils sont à côté, c'est qu'ils sont punitifs. La plupart d'entre eux, ils sont punitifs, un peu majos, se concentrer justement sur le CO2 français, alors qu'on fait 1% du CO2 mondial grâce au nucléaire. On a plein d'autres choses à faire qui sont plus importantes, à mon avis, dans notre domaine. Là. L'évolution en 15-20 ans du système agricole, de l'agro-industrie, il y a plein de trucs. Mais j'insiste sur le fait que c'est un processus. Et comme maintenant tout le monde a compris que c'était sérieux, et même les pays émergents qui veulent se développer à n'importe quel prix vont devoir y venir, le débat sera sur le rythme et les modalités. Donc la suggestion d'organisation gouvernementale, c'est presque secondaire. C'est l'idée que c'est un processus durable. Oui, mais alors vous dites qu'il faut un PIB écologique. Alors c'est autre chose. Oui, parce qu'on ne va pas convertir les gens à l'écologie. La plupart des gens s'en fichent, trouvent ça très gênant et veulent penser à autre chose. Ou alors c'est les angoisses, donc ils pensent à autre chose. En revanche, il y aurait un mode de calcul de ce qu'est la richesse. Alors que le PIB, il mesure les flux financiers, c'est tout. Donc si on arrivait à introduire dans le calcul de la valeur, donc les décisions économiques de n'importe qui, partout, la valeur patrimoniale, la valeur de la nature, c'est l'idée de la taxe carbone, qui est le début du commencement d'un vaste processus. J'ai d'ailleurs vu, après avoir écrit le livre, qu'il y a un grand professeur d'économie, qui est un Anglais d'origine indienne, qui demande la même chose. Donc je pense qu'il va y avoir un mathématicien ou un économiste génial qui va intégrer ça. Il faut que le fonctionnement normal de l'économie intègre ça. Oui, mais vous avez dit dans une interview, par exemple, concernant l'Europe, vous dites c'est l'Europe des bisounours. Non, ça veut dire quoi ? Non, mais pas là-dessus. Non, je dis ça depuis 30 ans. C'est sur le plan de la puissance et des relations internationales. L'Europe a cru face aux grands monstres qui sont, je dis, c'est les bisounours dans Jurassic Park. Voyez. Alors les grands monstres, c'est toutes les puissances que l'on connaît. Et les Européens pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir avec leurs valeurs universelles, des normes, des propositions sympathiques, de bonne camaraderie, une sorte de boy scoutisme international. Ça ne marche pas. Donc c'est là-dessus que je me moquais de l'attitude européenne, dont on commence à sortir. Ce que dit, mais c'est pas sur l'écologie, c'est sur la notion de la puissance. Oui, mais au-delà, sur l'écologie, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, qui, on va dire, au niveau de ceux qui les dirigent aujourd'hui, se fichent un peu de l'écologie. Est-ce que l'Europe, c'est pas un peu les bisounours ? Non, pas là-dessus. C'est l'inverse. Parce que l'Europe entreprend une métamorphose qui va rendre son économie plus compétitive en mélangeant avec la notion de Green Deal. Ça va converger, ça ne s'oppose pas. Aucune industrie dans 15 ou 20 ans dans le monde ne pourra exister sans avoir été écologisée, même en Chine. Bon, donc il y a une course à la compétitivité de demain. Mais l'aspect bisounours, c'est quand l'Europe n'ose pas admettre l'idée qu'elle doit devenir une puissance pour se faire respecter de la quinzaine de puissances du monde.
c'est pas appliqué qu'à l'écologie. C'est sur regarder les batailles sur la technologie, sur la 5G, les enjeux à venir, comment on fait en sorte pour ne pas être écartelé entre la Chine et les États-Unis. Oui. C'est ça. Oui, mais vous dites... Et après, la Commission nouvelle parle autrement. Elle commence à parler autrement. Mais vous dites, après la crise du virus, vous dites, ça a montré qu'il n'y avait pas de communauté internationale. Ça n'existe pas. On le savait, ça. Donc vous dites, ça l'a montré encore davantage. Non, ça l'a montré à ceux qui ne voulaient pas le voir. Les spécialistes savent très bien depuis des années que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance dans le monde, qu'il n'y a pas de communauté internationale, qu'il n'y a pas d'ordre international. C'est un désordre instable. Le secrétaire général de l'ONU parle de chaos. Bon. Mais tous les gens professionnels le savaient, ça, tout le monde le voit. Bon. Alors maintenant qu'on a compris que les Européens vont être moins fumeux, moins chimériques, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, j'ai écrit ça pendant le confinement en me disant qu'est-ce qu'on peut tirer d'utile de ça. Vous reprenez un slogan, d'ailleurs, à un moment, vous dites « changer la vie ». Ça nous rappelle François Mitterrand. Point d'interrogation. Oui, changer la vie, point d'interrogation. C'est pas mon slogan, on va pas tout changer. Même après la Révolution française, il y a plein de choses qui étaient restées les mêmes, en fait. On va pas tout changer. Il faut pas basculer dans l'idée que tout va être comme avant. Il n'y aura pas de retour à l'anormal, L'. Et en quelques années, toutes les activités humaines, économiques, seront différentes. On le verra très bien dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il ne faut pas rater ce tournant, vous voyez. Oui, vous dites la mondialisation des émotions a transformé le monde en cocotte minute. Alors ça c'est pas rassurant. Hein, non, je sais bien, mais vous êtes dans les médias, vous. Oui. Vous savez, mais la cocotte minute, ça peut exploser, Hubert Védrine. Ça veut dire que aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, l'émotion circule instantanément. Regardez dans l'affaire du virus. Les spécialistes qui disaient c'est pas si grave que ça, le taux de mortalité est plus élevé par rapport à d'autres épidémies, la grippe normale tue déjà plein de gens, etc., ils ont été considérés comme des monstres. Les gens ne peuvent plus entendre ça. Donc il faut intégrer dans le monde entier, instantanément, il y a une sorte de mondialisation des émotions qui peut conduire au pire ou au meilleur. Donc ça dépend des décisions qui vont être prises, de ce qu'on va faire. Il y a une gestion de la sortie, pas uniquement du déconfinement. Hein. Oui. Il y a des leçons à tirer. Il faut que tous les pays du monde acceptent d'être évalués. Je ne parle pas des commissions qui sont faites pour régler des comptes politiques. Hein. Oui. Non, par exemple, vous êtes favorable à une chambre des générations futures. Alors ça veut dire quoi, ça ? C'est des gens qui seraient des scientifiques, Georges Giec, mais élargi, qui éclaireraient les décisions des politiques. Et c'est une idée que j'ai reprise à Robert Lyon et Jacques Attali. Et c'est une très belle idée. Donc il dirait chaque année, il faut que ce soit des scientifiques incontestables dans tous les domaines. Et qui dirait, cette année, on a avancé là-dessus, très bien. Là, on n'a rien fait, dommage. Là, on a reculé, il faut corriger. Mais c'est tout, ils ne décideraient rien, ils ne géreraient rien. Ils éclaireraient l'opinion publique. Mais tout ça va s'accélérer. Je ne parle d'ailleurs pas que d'écologisation dans ce livre. Il y a beaucoup d'aspects sur l'organisation de l'État, il y a des aspects sociaux, il y a des questions internationales, etc. Oui, il faut revoir. L'idée, c'est de tirer les leçons. Tirer les leçons utilement. Et ça, vous pensez qu'on va les tirer ? Vous pensez, parce que vous dites que le monde ne doit plus être comme avant, mais c'est une certitude ou c'est parce qu'on n'a pas le choix ? Au mois d'avril, c'est les deux. Au mois d'avril, quand des groupements économiques, des chefs d'entreprise, on va se débarrasser des contraintes écologiques et autres, grâce à la crise. 15 jours après, les plus grands patrons ont dit « mais non, pas du tout. Il y a la pandémie, mais le virus est toujours là, le climat est toujours là, etc. L'effondrement de la biodiversité, c'est toujours là. » Donc vous avez vu comme moi, qu'au niveau des praticiens de la mondialisation, je ne parle pas des théoriciens de la mondialisation qui ont gémi dans des tribunes libres, dans les journaux, c'est atroce parce qu'on va remettre en cause la mondialisation, ma liberté chérie, bon, il y a toutes sortes de glapissements d'enfants gâtés en avril-mai. Mais tous les praticiens de la mondialisation, chefs d'entreprise, investisseurs, financiers, stratèges à long terme, ils sont dedans déjà. Ils sont déjà en train d'intégrer la part de changement. Et c'est pas tout ou rien. Par exemple, on a trop délocalisé. Très bien, on l'a vu dans l'affaire des produits pharmaceutiques. Tout le monde est d'accord. On ne va pas relocaliser, on ne va pas transporter les usines de Shanghai. Par contre, on va réindustrialiser intelligemment. Et tout le monde le dit, ça, Hubert Védrine. On va le faire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de droite, de gauche. Tout le monde dit à peu près la même chose après cette crise. Non, tout le monde est d'accord pour être écolo, tout le monde est d'accord pour relocaliser. Non, pas relocaliser, réindustrialiser, c'est différent. Il faut faire comme les Allemands qui ont très bien profité de la mondialisation, qui ne se sont jamais désindustrialisés, contrairement à nous. Donc c'est pas inévitable. Il faudra le faire intelligemment avec des partenaires européens, maghrébins. Donc sur chacun des points, il y a des réponses rationnelles. Il peut y avoir une réaction, disons, punitive, masochiste, ou alors confuse, romantique, utopique, et des réponses précises, argumentées, rationnelles. Moi, je suis pour cette écologisation-là. Oui, Hubert Védrine, vous avez été longtemps un compagnon de route de François Mitterrand. Un compagnon, collaborateur. Collaborateur, mais proche.
Oui, proche, y compris d'héritage, entre guillemets, d'héritage politique. Aujourd'hui, vous dites, le Parti socialiste va disparaître complètement, mangé par les écologistes, comme le Parti socialiste avait mangé le Parti communiste à une autre époque. C'est ça qui va se passer? J'en ai pas parlé dans ce livre, hein. J'en ai parlé dans des interviews. Après, j'ai rendu hommage au parcours historique extraordinaire de la gauche, qui était le résultat de la violence de l'industrialisation au 19e. Donc ça a créé des syndicats, des partis, etc. Et ce que les partis socialistes ont réussi à obtenir en résistant à ça, avec finalement l'État-providence, c'était magnifique. Magnifique. Mais l'État-providence, c'est d'avant l'écologie. Et puis ça fonctionne si vous avez une croissance énorme qui permet d'avoir des impôts énormes sur lesquels vous prélever la richesse pour distribuer après la manne. La manne de l'État-providence. Tout ça, c'est terminé. Oui. En plus, on est dans une société ultra-individualiste, avec des mouvements de pignon volatiles, c'est des vols des tourneaux, c'est très compliqué. Donc je pense que la gauche historique telle qu'on l'a connue, elle a fini son parcours historique, mais qui est remarquable. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Autre chose. Elle va se faire manger par les écolos qui représentent aujourd'hui les leaders de ce qu'on a appelé l'union de la gauche. Mais non, il y a plusieurs courants. Non, mais l'union de la gauche, c'est encore autre chose. Mais il y a plusieurs courants dans l'écologie. Ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Il y a des écologistes gauchistes ou utopistes. Qui sont majoritaires aujourd'hui? Non, c'est vrai dans quelques grandes villes où les habitants jeunes, disons, un peu bobos modernes des centres-villes, voudraient vivre dans des conditions idéales de confort, d'agrément, etc. Mais ça, c'est pas la réponse. C'est pas eux qui vont trouver les batteries de l'avenir pour accumuler l'énergie solaire, vous voyez. C'est pas eux qui vont faire en sorte que le numérique, qui émet déjà plus de CO2 que le transport aérien, vous vous rendez compte? Bon, il faut des efforts gigantesques pour contenir le CO2 du numérique. Et ça ne va pas se passer dans les quelques grandes villes gérées par des écologistes qui rendront peut-être la vie plus sympa et plus agréable dans les centres, mais ce n'est pas là où la réponse viendra. Qui pour diriger ce changement? Qui pour le conduire et l'incarner aujourd'hui? Partout, à tous les niveaux, dans tous les pays, il y a des décisions qui sont locales, qui sont communales, qui sont régionales, nationales, un peu internationales, mais surtout beaucoup de science. C'est ça qui manque dans les débats en France, qui sont maso et puis statiques, comme s'il n'y avait aucune invention à attendre dans les 20 prochaines années, alors qu'il y en aura des pleins. Il y aura des flopées d'inventions. Donc ça se passe beaucoup dans le monde de la recherche, de l'invention, la technologie, l'industrie, l'agriculture, les transports. Vous pouvez prendre n'importe quel domaine, il est déjà en train de commencer à changer. N'importe quel domaine. Alors que les débats tournent en rond un peu. Dans les débats, on a l'impression que ça n'a pas changé, ça n'a pas commencé. Puis on est focalisé sur le centre de quelques grandes villes. C'est très bien, tant mieux, mais ce n'est pas la réponse. Donc je suis assez... je ne suis pas optimiste parce que les indicateurs scientifiques sont inquiétants quand même. Mais je suis assez optimiste sur le mouvement qui est enclenché. Mais on ne parle pas que de ça dans le livre. Oui, mais justement, ce livre-là, dont je disais, le succès montre aussi cette curiosité. C'est ça qui vous rendrait optimiste. On n'en est qu'au début. Oui. Au fond, il y a une demande de l'opinion publique. On veut comprendre, on veut savoir ce qui s'est passé et se dire, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Tant mieux. C'est très bien que les gens en France se disent quelle leçon on peut tirer pour la suite. J'ai contribué à ce débat par ce petit ouvrage. Mais après, l'avenir de ces questions, en vérité, ça dépend de la façon dont la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc., comment tout ça va évoluer. Les États-Unis, après Trump, ou même sous Trump. Bon, donc on peut être un aiguillon, on peut donner un exemple. Et raison de plus pour ne pas se mortifier à l'extrême, comme si on était la cause du problème. On n'est pas la cause du problème, en fait. Mais on pourrait, dans certains domaines, ouvrir des voies. J'ai cité l'agriculture, par exemple. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Et après, donc, votre livre, publié chez Fayard, écrit d'une traite comme ça, non? C'est quelque chose qui vous a... tous les matins, pendant le confinement. Non, mais c'est ça qui donne la force aussi du témoignage. C'est qu'il y a un moment donné, vous aviez envie, on a envie de dire quelque chose, de participer à ce débat. J'y pensais pas, mais c'est mon éditrice, Sophie de Closet, qui m'a dit, tiens, tu devrais écrire quelque chose. Ça m'a titillé, oui. Oui, ben voilà, c'est là. Ça s'appelle « Et après », publié chez Fayard. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été notre invité. Merci.